Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ces perspectives 2024 qu'on fait volontiers avec Coninco. On commence par vous souhaiter une excellente année, on espère qu'elle va être très bonne. Je suis ravi de vous retrouver pour cette cinquième édition avec mon collègue Sabaudin Softic, qui est économiste, mais qui est aussi le gérant de nos portefeuilles institutionnels. Et puis également avec Sabine Jamarezi, qui est responsable de l'asset management et en particulier de la gestion des stratégies equity de Coninco. Une année 2023 pleine de surprises. Les marchés en réalité, qui avaient mal commencé cette année, ont fini avec des performances de l'ordre de 15 à 20% pour certains, sur les marchés américains, sur une partie des marchés européens également, sauf en Suisse, où la performance a été beaucoup plus faible. Et puis on le verra peut-être tout à l'heure un peu pourquoi. En fait, le monde s'est trompé. Le monde s'est trompé sur la résilience du marché américain, qui a été beaucoup plus forte qu'attendu. Ce qui s'est probablement passé, c'est que l'emploi qui est resté extrêmement fort aux États-Unis s'est conclu par une confiance des consommateurs qui ont dépensé leur épargne. Ça a évidemment dopé la consommation et puis ça a aussi dopé la croissance qui est de l'ordre de 5% à la fin de cette année. On aura les chiffres en tout début d'année, dans les prochains jours. Alors qu'en Europe, on a une croissance qui est de l'ordre de 0 en moyenne, parfois même un risque de récession dans certains pays, comme en Allemagne. Et donc, les deux situations sont assez différentes en termes de gestion des taux. Parce que la question qui va venir, c'est comment va-t-on gérer les taux cette année? Alors, il y a des annonces de baisse de taux qui sont très importantes, puisqu'on attend entre 100 et 150 points de base de baisse de taux aux États-Unis, ce qui est probablement un peu élevé, peut-être trop, on le verra tout à l'heure. Et là, la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que cette baisse de taux, elle va commencer aux États-Unis ou est-ce qu'elle va commencer en Europe? Et quel impact ça va avoir sur l'inflation sous-jacente, qui est aujourd'hui relativement réduite en Europe et assez peu importante aux États-Unis. Voilà, donc Sabaudin, je vais te passer la parole et la question est, ces taux, ils baissent quand et où? Donc Sabah, je te passe la parole. Merci Thierry. Alors effectivement, le sujet du jour, c'est mission monétaire presque accomplie, avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que la majeure partie du marché actuellement est d'avis que la mission des banques centrales est accomplie, qu'ils ont réussi à faire revenir l'inflation au niveau souhaité ou presque, et qu'elles peuvent gentiment commencer à envisager des baisses de taux, donc une politique monétaire de manière générale moins restrictive. Comme d'habitude, on va passer en revue une présentation macro et puis essayer finalement de répondre à cette question. Si le consensus du marché a raison, est-ce qu'effectivement la mission des banques centrales est accomplie ou presque accomplie, ou s'il reste encore du chemin à faire. Je propose de commencer par l'évolution des taux. On l'a vu en 2023, les taux se sont globalement compressés sur certains marchés et sur d'autres sont restés plus ou moins stables avec une certaine volatilité tout de même. Donc comme on le voit sur ce slide en page 2, au niveau des taux obligataires long terme, on prend ici comme référence la référence 10 ans. Donc après la forte hausse qu'il y avait eu en 2021-2022, il y a eu une stabilité, voire une compression sur certains en 2023. Donc on peut le voir au niveau de la Suisse, où les taux sont revenus, ont passé de 1,6, 1,59 fin 2022 à 0,7 à fin 2023. Idem pour l'Europe, où ils sont passés de 2,5 à 2 environ. Au niveau des États-Unis, ils sont très légèrement remontés, donc c'est plutôt une stabilisation. Donc un des éléments qui explique en fait cette différence, les États-Unis et puis l'Europe, même si des deux côtés de l'Atlantique, les banques centrales ont continué de remonter leurs taux et réduire leur bilan, comme on va le voir après. De manière générale, les États-Unis ont également mis beaucoup plus de dettes, donc ils ont beaucoup plus alimenté le marché de la dette, puisqu'il y a eu des déficits relativement importants aux États-Unis, puisque leur dette est passée de 31 500 milliards à peu près à fin 2022 à plus de 34 000 milliards à fin 2023. Donc on voit qu'il y a eu de fortes émissions obligataires de la part du gouvernement fédéral américain, ce qui a en partie aussi tiré la croissance, comme on va le voir un peu plus loin.
L'autre élément des banques centrales qui sont les bilans. Sur le slide 3, on a les longs termes. Et puis, si on regarde sur le slide suivant, on a juste en fait fait un zoom depuis 2017 pour avoir une meilleure visibilité par rapport justement à ces mouvements ces dernières années qu'il y a eu au niveau des bilans. Donc, deux éléments sautent aux yeux, c'est qu'il y a trois des principales banques centrales. Ici, on inclut aussi la Suisse, puisqu'on est en Suisse, mais si on prend juste au niveau de la Fed, de la BCE, où le bilan a été fortement réduit depuis les plus hauts. Au Japon, c'est une des rares banques centrales parmi les principales banques centrales qui n'a pas vraiment entamé une politique restrictive en termes de leur politique monétaire. Et puis au niveau de la Suisse également, donc cette forte réduction, on le verra également après, ça a eu un impact sur les taux de change notamment. Ensuite, au niveau de la courbe des taux, on voit que cette courbe des taux, comme on l'a vu lors de précédentes présentations, cette courbe des taux continue à rester inversée, c'est-à-dire que les taux court terme sont nettement plus élevés que les taux moyen long terme. Donc les investisseurs finalement anticipent que les taux futurs seront plus bas, que les banques centrales vont prochainement réduire leur taux directeur et que donc les taux courts devraient baisser. C'est du moins le consensus du marché, ce qui explique effectivement en partie à la raison de cette inversion de la courbe des taux qu'on voit sur USA, Europe, Suisse. Mais au niveau du Japon, par contre, c'est une pente ascendante. Donc, ce qui distingue finalement le Japon, c'est que sa banque centrale n'a effectivement pas encore commencé à mettre en place une politique monétaire restrictive et garde des taux très bas. Au niveau de l'évolution des devises, alors là, sans surprise, c'est vrai que c'est un graphique qu'on aime bien mettre à jour régulièrement, c'est qu'on constate effectivement que le franc suisse continue à se renforcer contre toutes les devises. Sans exception, c'est vrai que l'année passée, parmi les principale devise qui était le plus face au franc suisse, c'était le dollar, puisqu'il a perdu environ 9% sur l'année, avec l'euro qui a perdu environ 7%. Mais toutes les autres devises ont un peu suivi le même chemin, c'est-à-dire que le franc s'est nettement renforcé, ce qui explique aussi que, comme on le verra un peu plus loin, que la Suisse est parmi les pays qui ont une inflation les plus faibles, puisque l'inflation importée est forcément très basse avec un taux de change qui est en constante amélioration versus les autres devises. Ensuite, un autre élément long terme qui a beaucoup d'impact finalement sur la macroéconomie en général au niveau mondial, bien sûr, c'est l'évolution du dollar, puis ça reste quand même la principale monnaie d'échange. Donc là, on met l'évolution du dollar index. Pour rappel, c'est un panier de devises face au dollar, composé de l'euro, du yen, de la livre sterling, du franc suisse notamment. On voit que depuis les plus bas atteints suite à la crise Covid, le dollar s'est fortement renforcé par la suite en 2021, 2022. Et puis là, en 2023, il s'est encore légèrement renforcé sur l'année, même si par rapport au plus haut atteint l'année passée, il a commencé à baisser. Une des principales raisons qui font que le dollar a commencé à baisser contre la plupart des devises par rapport au plus haut atteint en courant 2023, c'est parce que maintenant le marché anticipe finalement qu'il y aura un changement de politique monétaire qui commencera d'abord par la Banque centrale américaine. C'est-à-dire que le marché anticipe que cette année en 2024, il y aura plusieurs baisses du taux directeur parce que l'inflation est sur le point d'arriver au niveau souhaité par la Réserve fédérale. Et donc logiquement, si les taux américains de manière relative baissent plus rapidement par rapport aux taux des autres pays, le dollar devrait logiquement s'affaiblir. Donc le marché anticipe déjà ça avec cette baisse du dollar. Ensuite, au niveau de l'évolution des marchés actions, donc c'est vrai que 2023, ça a été une bonne année finalement. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire en début d'année, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la croissance économique notamment. Est-ce qu'on allait rentrer dans une période de décroissance économique dans l'année, de manière de contraction un peu plus forte que ce qu'on a eu? Finalement, c'est pas vraiment produit. Alors, il y a des zones qui ont un peu mieux résisté que d'autres, mais globalement, il n'y a pas eu de grosse casse en fait. Même en Europe, on va le voir après, la croissance économique était moins importante, voire très légèrement négative. Il n'y a pas vraiment eu de grosses casses. Et puis au niveau des États-Unis, c'est même l'inverse, puisqu'ils ont eu une croissance économique relativement solide par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre au début d'année 2023. Donc, au niveau des marchés actions, du coup, effectivement, les marchés actions ont fini l'année en hausse. Alors, c'est une hausse qui a beaucoup été tirée vers la fin de l'année. C'est en fait au moment, dans le courant du quatrième trimestre, où le marché a commencé à anticiper ces baisses futures de taux, parce que l'inflation continue à se compresser, comme on va voir tout à l'heure. C'est clair que le marché qui anticipait ce début de baisse de taux à venir, ça a donné un coup de boost finalement au marché actions un peu partout. Et puis, ce qui fait qu'on a fini l'année en hausse. Sauf élément intéressant, la Chine, qui pour la troisième année de suite a fait une mauvaise année boursière. C'est plutôt étonnant, parce qu'on va le voir après au niveau des indicateurs macro sur la Chine. Ils s'en sortent
pas si mal en fait. Donc, mis à part quelques soucis sur leur marché immobilier, c'est étonnant ce pessimisme qu'on voit sur le marché actions chinois. Ensuite, au niveau du Baltic Dry Index qu'on aime bien aussi mettre, donc simplement un indicateur des coûts de transport maritime dans le monde. Donc là, c'est pour le transport sec, donc ça inclut pas typiquement les tankers pétroliers. Donc là, c'est plutôt pour le commerce en général sur les marchandises. Et puis on voit que, comme on le voit ici sur le graphique long terme, depuis environ 2 ans, il y a quand même une tendance à la hausse qui se dessine. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, ça veut dire que le commerce mondial reste relativement solide encore, puisque les prix justement du transport ont plutôt tendance à remonter un petit peu. Ensuite, au niveau des matières premières, alors c'était un peu la classe d'actifs qui était décevante sur l'année 2023, mais qui a aussi participé finalement à cette compression des taux d'inflation. C'est-à-dire que après 2 très bonnes années, notamment sur le pétrole, mais sur les matières premières en général, il y a eu une contraction courant 2023 qui a également aidé, bien sûr, à faire repartir les taux d'inflation à la baisse. Un élément intéressant ici, l'évolution du cours de l'or en haut à droite. Donc c'est vrai que ça fait un moment qu'on guette un petit peu ce cours de l'or, c'est-à-dire qu'il était toujours un peu sur le point de repartir à la hausse, de casser cette résistance finalement de plusieurs années qu'il avait autour de $2000 l'once. Donc finalement, il a fini l'année 2023 sur un niveau record, un peu plus de $2000 l'once. Donc là, on pourrait également s'attendre à ce que cela continue dans les trimestres qui viennent et que les nouvelles années positives 2024 sur l'or. Ça, par contre, ce serait en contradiction avec les attentes du marché que l'inflation est vaincue. C'est vrai que c'est un des éléments qui font que les cours de l'or montent, c'est qu'il y a potentiellement quand même une partie du marché qui s'inquiète sur l'inflation malgré le consensus qui veut que les taux d'inflation seraient sur le point de revenir aux objectifs des banques centrales. Un autre graphique qu'on aime bien mettre, c'est ces matières premières mais corrigées de l'inflation. Donc c'est un graphique long terme. Alors ici, c'est avec le S&P Goldman Sachs Commodity Index, en dollars corrigés de l'inflation US. Donc là, ça donne une idée finalement de la cherté des matières premières mais corrigées de l'inflation. C'est que si on a beaucoup d'inflation, les cours nominaux montent. Mais là, en l'occurrence, en le corrigeant de l'inflation, on se rend compte si, sur le long terme, les matières premières sont plutôt chères, plutôt pas chères, plutôt bien valorisées. Et puis là, on voit qu'il y a eu ces plus bas quasi historiques qui avaient été atteints en 2020. Il y a eu une remontée depuis, et puis maintenant une stagnation, mais à un niveau qui est finalement pas très élevé. Donc là, on pourrait effectivement se dire qu'il y a du potentiel sur les années qui viennent sur le niveau des cours des matières premières. Et donc là, c'est clair que si ces cours repartent, là, au niveau de l'inflation, ça risque également de poser des problèmes au niveau des banques centrales. Et là, ça irait à l'encontre de cette idée, effectivement, que la mission monétaire serait désormais accomplie. Ensuite, si on passe aux indicateurs macroéconomiques sur les principales régions, donc ici, on a pris l'évolution des PIB. Alors, bien sûr, là, on est début janvier, donc on n'a pas encore, pour aucun marché, les niveaux de croissance sur le 4e trimestre. Donc, tout s'arrête au 3e trimestre. Mais déjà, on peut faire certains constats, c'est-à-dire qu'il y a clairement 2 économies qui se détachent. On le voit ici, les États-Unis et la Chine, qui ont une croissance relativement solide, on va dire. Et puis les autres marchés, on a ici avec le Japon, la zone euro, et puis la Suisse même, qui sont un peu plus à la peine. Donc on voit, il y a un léger découplage, en tout cas à ce niveau-là. Alors pour les États-Unis, comme je l'ai mentionné avant, ça s'explique en grande partie par le fait qu'ils ont eu énormément de déficits budgétaires en fait sur l'année. Donc c'est une croissance qui a été fortement achetée en fait à crédit finalement en grande partie. Et puis c'est vrai que là sur l'année 2024, a priori il devrait continuer à avoir des déficits assez importants parce que comme c'est une année d'élection, donc c'est clair que l'administration en place, si elle veut avoir ses chances en novembre de cette année de l'emporter, c'est clair qu'ils vont plutôt avoir tendance en fait à continuer à faire du déficit pour donner l'apparence d'une économie qui se porte bien et puis pour assurer les électeurs. Ensuite au niveau des taux de chômage, alors là par contre sur tous les marchés, quasiment, les taux de chômage se sont compressés depuis les plus hauts atteints durant la crise Covid. Et puis, à ce jour, ils ont tendance à se stabiliser finalement à un bas niveau un peu partout. Un élément qu'on aime bien mettre aussi, c'est le taux de participation à l'emploi au niveau des États-Unis. Alors ici, on met les États-Unis, on l'utilise comme proxy finalement aussi un peu pour les autres marchés, puisque à notre connaissance, cet indicateur n'est pas calculé en fait sur le long terme sur les autres marchés. Donc là, par contre, ça donne quand même une idée, du moins au niveau des États-Unis, de ce que ça donne au niveau du taux de participation. Et on voit que le niveau du taux de participation des personnes actives au marché de l'emploi, il n'a pas encore atteint les niveaux pré-Covid. Là, il y a encore un peu de chemin à faire par rapport à ça. Au niveau des indices PMI, donc pour rappel, ces indices PMI, c'est des indicateurs avancés, c'est des sondages envoyés auprès des entreprises. Et puis, elles donnent leur appréciation de la situation de l'évolution des affaires à venir. C'est un indicateur prospectif, donc ça permet de se dire
tiens, qu'est-ce qui va se passer dans les trimestres à venir? Et puis cet indicateur, quand il est en dessous de 50, ça veut dire que, a priori, il y aura une contraction économique à venir. Quand il est au-dessus de 50, plutôt une croissance économique à venir. Et là, on voit que sur les principaux marchés, finalement, sans exception, ils sont partout en dessous de 50. Alors la Chine est très légèrement en dessous de 50, donc il y a cette frontière entre croissance et décroissance, mais les autres sont sensiblement plus en dessous encore. Donc là aussi, c'est plus un secteur qui nous indique que l'économie va plutôt se contracter à l'avenir. Alors c'est clair que si effectivement l'inflation continue à s'améliorer, c'est-à-dire à baisser, et que les banques centrales peuvent finalement commencer à baisser les taux, là, potentiellement, on pourrait quand même s'attendre également à quelques bonnes nouvelles du niveau de l'économie, mais ça, tout dépendra finalement de l'inflation. Et puis, ça nous amène justement à ces graphiques qui, à notre sens, c'est vraiment le plus important à surveiller dans les trimestres à venir, ou même dans les mois à venir. C'est-à-dire que, comme on le voit ici, ces taux d'inflation ont fortement baissé. Ça a même surpris les banques centrales, hein, la rapidité à laquelle ils ont baissé. Donc, c'est clair que si d'un coup, il y avait une inversion sans nécessairement revenir au niveau les plus hauts qu'on avait pu voir en 2022, mais qui a une légère inversion de tendance et que finalement le marché se rend compte que peut-être l'inflation va pas tout de suite revenir aux objectifs des banques centrales, là ça risque clairement de créer un peu quelques petits chocs sur les marchés, puisque ça voudrait dire que finalement ce que les marchés anticipent aujourd'hui, que les banques centrales vont continuer à baisser leurs taux, et ben si l'inflation repart un petit peu à la hausse, ils vont devoir revoir un petit peu leurs attentes par rapport à ça. Et ça peut effectivement aussi créer quelques remous de court terme. Nous, notre opinion, c'est que, a priori, l'inflation ne devrait pas beaucoup plus se compresser. On ne voit pas nécessairement l'inflation revenir à des niveaux qu'on a vus parmi les plus hauts en 2022. Mais par contre, qu'on reste au-dessus des objectifs des banques centrales pendant encore quelques temps, ça serait un peu plutôt notre scénario à nous. Et dans ce sens-là, on pense qu'effectivement, pour répondre à la question posée au début, est-ce que la mission des banques centrales est accomplie? C'est pas encore sûr. Il faudra vraiment surveiller ces indicateurs d'inflation dans les mois qui viennent. Et selon où on s'oriente, on aura une meilleure idée vers où on se dirige. Et puis pour finir, nos perspectives par classe d'actifs, alors ils n'ont pas beaucoup évolué ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on continue à privilégier les actifs réels et à se méfier de la partie obligataire, surtout les échéances longues, puisque malgré la hausse des taux qu'on a eu en 2021, en 2022, il y a eu une compression en 2023, on pense qu'il y a quand même un risque que ces taux longs se remettent à monter. Et sur la partie obligataire, plutôt privilégier toujours les taux courts, d'autant que les rendements sur les courts taux sont plus intéressants que sur les taux longs actuellement. Donc on continue vraiment à se méfier de ces échéances longues où on pourrait faire des pertes en capital si d'un coup les taux se remettaient à monter, si d'un coup l'inflation commençait de nouveau à surprendre à la hausse. C'est clair que sur la partie obligataire, les taux longs risquent de repartir à la hausse également. Donc dans ce sens, on privilégie les actifs réels en général. Même les actions, finalement, on s'en méfie moins que les obligations. C'est clair, d'un coup, de voir une correction un peu plus prononcée, 10-15% sur les actions. On sait que les banques centrales, même si l'inflation n'était pas à leur niveau auquel elles veulent atteindre, malgré ça, elles privilégieraient finalement de restabiliser les marchés financiers. Et ça, la classe d'actifs qui en ferait le plus les frais, finalement, c'est la partie obligataire, puisqu'à ce moment-là, les taux longs devraient plutôt remonter, puisque des inquiétudes sur l'inflation pourraient refaire surface. Voilà un petit peu ce qu'on a à dire globalement sur la macroéconomie et puis sur les différents marchés. Et pour répondre à cette question, est-ce que les banques centrales ont accompli leur mission? Le consensus du marché a tendance à aller vers le oui. Nous, on pense qu'il faudra encore quelques mois, voire quelques trimestres pour vraiment pouvoir répondre à cette question. Alors Thierry, je te repasse la parole. Merci beaucoup Saba pour ces précisions. Maintenant, on va parler de la partie equity globale et equity européenne. Et la question qui se pose, c'est qu'on a aujourd'hui une baisse de la croissance, une inflation qui est toujours présente. Et donc la question est, Sabine, est-ce qu'on va assister à un hard landing ou un soft landing en Europe? Merci beaucoup Thierry. Alors maintenant, nous allons aborder la stratégie Global Environnement, qui est une stratégie que nous gérons depuis 2011. Comme vous le voyez sur le slide, en fait, pour rappel, cette stratégie investit dans 8 thématiques environnementales. C'est un portefeuille très diversifié de 30 à 60 sociétés
qui a une grande diversification thématique, comme je vous le disais, au travers des 8 thématiques d'investissement, et géographiques également, et qui investit dans les mégatrends des technologies de l'environnement. Alors, pour faire une rapide revue des performances du dernier trimestre 2023, la stratégie a très bien performé lors de ce dernier rallye, en fait, avec une performance de 8,56%, soit une surperformance par rapport à l'indice que nous utilisons de référence qui est le MSCI World de plus 1,84%. Ce fort rebond, il provient principalement de son exposition dans les secteurs de l'industrie, avec des sociétés comme Sweco, qui est un cabinet d'architecture, Geberit, qui est actif dans les sanitaires, AO Smith Corporation, qui est actif dans tout ce qui est le secteur de l'eau, ou Stantec, qui est lui un ingénieur dans la construction. Il y a également d'autres secteurs sur la période que sont les technologies de l'information avec la société Infineon qui, elle, est investie dans les semi-conducteurs et Alma qui offre des biens d'équipement et de sécurité. Donc, un dernier trimestre 2023 très performant. Et comme nous pouvons voir sur le graphique en slide 5, nous voyons la performance annuelle en absolu qui se monte à 10% sur l'année 2023. En termes de positionnement, il est important de rappeler que la stratégie, elle reste positionnée selon ses thématiques et son processus d'investissement. Il y a différentes thématiques dans la stratégie comme l'efficacité énergétique, la mobilité durable, ou bien là encore la gestion des déchets qui affichent vraiment des fondamentaux solides pour l'année 2024. Et ce qu'il faut aussi rappeler, en fait, c'est que la demande de technologie dans l'économie d'énergie, elle reste forte. Et la demande du marché final, en fait, pour tout ce qui est service environnemental dans différents secteurs comme le contrôle de la pollution, ou bien la demande de logiciels de simulation, ou bien encore la gestion du cycle de vie des produits, elle augmente réellement. Dès lors, on peut constater que cette stratégie, elle est bien positionnée dans ces thématiques et que les fondamentaux des sociétés restent très solides. Voilà pour la partie de notre stratégie globale environnement. Maintenant, si nous passons à la stratégie Europe Dividende, nous voyons sur le slide, pour rappel, l'univers d'investissement qui investit vraiment dans toutes les sociétés européennes qui sont à haut dividende. On voit que la stratégie offre une diversification sectorielle et c'est une stratégie également durable qui, si elle était gérée selon un fonds luxembourgeois, pourrait être assimilée à l'article 8 SFDR. En bref rappel, comme on le voit sur le slide ci-dessus, le processus d'investissement, on a une qualification financière avec la sélection des sociétés rentables et très solides du point de vue financier sur le long terme. Pour cela, on va analyser les différents ratios, par exemple le ratio de rentabilité, le ratio de solidité financière, ratio de liquidité, et également prendre en considération le high dividend. Suite à cela, on va procéder à l'analyse durable, où vraiment on va faire l'analyse du positionnement durable des sociétés et de leur impact SDGs. Ensuite, on va vérifier mensuellement l'exposition aux différentes controverses que nous avons pour la stratégie, qui peut toujours être définie en fonction de vos besoins. Ensuite, le choix des sociétés qui intégreront le portefeuille va s'effectuer lors d'un comité d'investissement. Et au final, nous allons sélectionner entre 25 à 60 sociétés pour la stratégie d'investissement. En termes de performance, si on revient sur l'année 2023, durant le 4e trimestre 2023, la stratégie affiche une forte surperformance par rapport au MSCI Europe, de plus 2,62% en relatif. Les principaux impacts positifs, en fait, ce sont les investissements dans les sociétés comme VAT Group, qui, elle, produit des vannes pour l'industrie des semi-conducteurs, Atlas Copco, qui, elle, produit des compresseurs, Givaudan, qui produit des arômes et des parfums, ainsi que la société Volvo, qui, elle, est active dans l'automobile. Pour l'année 2023, la stratégie, elle affiche une performance de 17,64%, tandis que le MSCI Europe performe de 15,83%. Donc, on se rend compte que la stratégie durant l'année 2023 surperforme de plus 1,81% le MSCI Europe en relatif, comme vous le voyez sur le graphique derrière moi.
Maintenant, si nous regardons les deux différents graphiques du slide 12, on va pouvoir voir les meilleures et les moins bonnes performances des sociétés durant l'année 2023 de la stratégie Europe Dividende. Alors, si nous prenons les meilleures performances, nous voyons que nous avons certaines sociétés qui font du plus 78%, comme VAT, Novo Nordisk, qui est actif dans la santé, qui performe de 51% sur l'année 2023, et Volvo, comme je vous l'exprimais auparavant, en fait, avec une très forte performance, ainsi que SAP, qui produit des logiciels, et Atlas Copco, qui, elle, est active dans les biens d'équipement en Suède. Et si nous regardons sur le graphique de dessous, on peut voir les sociétés ayant les moins bonnes performances, comme par exemple Nest, qui, elle, est active dans l'énergie en Finlande, Croda International dans les matériaux au Royaume-Uni, Kering, qui est dans la consommation discrétionnaire, un groupe de luxe en France, et également deux sociétés qui performent négativement, mais très légèrement, qui sont Kone et Unilever. 2024 et après. Alors, si on se positionne actuellement, on se dit en 2020, il y a eu le Covid, en 2022, l'invasion de l'Ukraine, en 2023, la guerre au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui peut bien nous réserver cette année 2024? Si actuellement nous devions faire des prévisions macroéconomiques, il y aurait quand même énormément de préoccupations géopolitiques qui persisteraient. Maintenant, quant à savoir, est-ce le bon moment pour investir dans les actions européennes par rapport aux actions américaines? Ma réponse serait probablement oui, car sur la base des différents ratios de price earning que nous avons qui sont ajustés aux variations cycliques, on se rend compte que les indices boursiers anglais et de la zone euro sont beaucoup moins chers, en fait, que les indices boursiers américains. Et un des points que j'aimerais également relever, c'est que le marché américain, en fait, il est concentré sur 7 sociétés qui sont les géants technologiques américains, les 7 magnifiques, comme on les appelle, qui à elles seules représentent 30% de l'indice américain, soit environ 15% d'un indice mondial. Et ces sociétés-là, elles peuvent quand même constituer une source de fragilité, voire conduire à des situations inattendues comme l'année dernière, en fait, où on avait des performances qui étaient réellement à 2 vitesses. Donc, il pourrait y avoir une correction de ces 7 sociétés et ça pourrait, si cela devait s'avérer, favoriser les actions européennes, par exemple. Je tiens aussi à mentionner qu'en Europe, il y a aussi 7 valeurs, en fait, qui expliquent plus de 40% de la performance. On a différentes sociétés comme Unicredit, qui est une banque italienne, Novo Nordisk, qui est une société active dans la santé qui fait partie de notre stratégie, SAP, un logiciel qui fait également partie de notre stratégie, HSBC, ASML, qui est active dans les semi-conducteurs, L'Oréal dans les cosmétiques et finalement Shell dans le pétrole. Donc voilà un petit peu pour les points par rapport à est-ce que c'est le moment d'investir dans les actions européennes ou américaines. Et après, une des dernières questions que nous avons, c'est est-ce que certaines régions vont-elles tomber en récession? Si cela devait être le cas, en fait, ce serait sûrement très favorable à la dette souveraine, mais beaucoup moins pour les actions. Elles resteront donc sûrement volatiles au cours des prochains trimestres en raison de la fragilité de l'économie. Cependant, en fait, la stratégie Europe Dividende, elle investit dans des sociétés avec des hauts dividendes et elle devrait être plus résiliente que le marché dans leur ensemble. En effet, en général, en période de récession, malgré que les bénéfices ils baissent, le versement des dividendes il demeure stable. Pour illustrer notre stratégie également, j'aimerais prendre l'exemple de quelques sociétés que nous avons dans le portefeuille qui pourraient exprimer le positionnement et nos vues par rapport au marché actuel. Alors si nous prenons l'exemple de la société Kingspan, qui elle fabrique des produits d'isolation qui réduisent les émissions dans les bâtiments. L'efficacité énergétique, en fait, c'est vraiment un domaine clé qui nécessite des investissements dans les perspectives d'une économie verte. Et des entreprises telles que Kingspan, elles devraient vraiment en bénéficier. Après, si nous prenons un autre exemple, par exemple la société VAT Group, la société suisse, qui, elle, fabrique des vannes à vide utilisées dans la fabrication des puces, en fait, pour tout ce qui est semi-conducteurs.
elle devait vraiment bénéficier en fait de tout ce qu'a mis en place le président américain par rapport au déplacement de la production des composantes technologiques en fait qui sont clés comme les semi-conducteurs aux États-Unis. Il y a beaucoup d'usines qui vont être construites aux États-Unis en fait et qui vont bénéficier à des entreprises européennes comme VAT. Ensuite, un autre exemple que j'aimerais illustrer dans le portefeuille, en fait, c'est la société Novo Nordisk qui a très bien performé en 2023, en fait, qui est basée au Danemark et qui est leader dans tout ce qui est traitement du diabète et de l'obésité, qui produit environ 50% de l'approvisionnement mondial en insuline. Et ce qui est important de mentionner, c'est que la société, elle réinvestit continuellement dans la recherche et le développement pour découvrir de nouveaux traitements et garantir que ces produits restent vraiment pertinents et à la pointe du marché. Pour finir, la dernière société dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est la société Neste, qui est un groupe finlandais spécialisé dans tout ce qui est raffinage de carburants fossiles, qui, elle, a vraiment engagé un processus de transformation profond et rapide. Son objectif, c'est de devenir un acteur intégralement renouvelable. Alors, afin d'y parvenir, la société, elle a conçu un diesel 100% renouvelable à partir de matières premières, telles que les graisses et huiles de cuisson usagées. Donc, cette innovation, elle permet de réduire jusqu'à 90% des émissions de gaz à effet de serre, comparativement, en fait, à un diesel qui pourrait être le diesel classique, en fait, pour le transport routier. Donc, l'ambition de cette société, c'est vraiment de réduire les émissions de ses clients de 20 millions de tonnes par an d'ici 2030. Une ambition très positive, comme nous le sommes pour notre stratégie Europe Dividende. Voilà, Thierry, je te laisse conclure cette présentation. Merci beaucoup, Sabine. Vous envoyez vos questions à l'adresse qui apparaît ici en dessus et on vous donnera des réponses directement. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle émission. Je vous souhaite un excellent début d'année à tous et n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux. Bye bye.